Alain Louis, né à Strasbourg, effectivement, en 1953, d'une famille qui est implantée en Alsace, un peu aussi en Moselle depuis des siècles. Je suis avocat, j'ai toujours vécu à Strasbourg, je n'ai pas l'intention de changer de ville, et s'il s'agit de parler de mon rapport à l'Alsace, si j'ai bien compris, mon rapport à l'Alsace est assez limité géographiquement, puisque c'est Strasbourg, pour moi, qui est l'Alsace, même si effectivement, du fait de mon travail, il m'est arrivé d'aller à Saverne, à Wissembourg, à Lauterbourg, à Mulhouse, etc. Une partie de ma famille est implantée aussi à Colmar, mais je veux dire que je connais beaucoup mieux Paris ou l'Italie que le Sungo. Il faut aussi préciser, et ce n'est pas sans importance, que je suis de confession juive. On est à côté de la synagogue, c'est le lieu d'enregistrement, ce qui, non pratiquant, mais qui, dans le rapport à l'Alsace, a évidemment une importance certaine, peut-être même considérable. On se rappelle que, au moment de la peste, 842, je crois, quelque chose comme ça, je peux me tromper. Non, 842, c'est une autre date. 1348, les Juifs de Strasbourg et d'Alsace, jusqu'à Bâle d'ailleurs, ont été brûlés, ce qui laisse des souvenirs, mais qui, point remarquable, doit aussi permettre de se souvenir que de nombreux édiles de Strasbourg et d'autres endroits d'Alsace, ou de Suisse peut-être, sont intervenus aussi à cette époque-là, ayant le sens de la protection des Juifs de leur ville. Ce qui veut dire pour moi aussi qu'il y a d'autres dates strasbourgeoises liées et alsaciennes, liées effectivement à la présence des Juifs en Alsace. 1er septembre, si je me souviens bien, je n'étais pas né, mais bon, j'ai vécu cela dans ma famille, dans les récits. 1939, qui est l'évacuation de Strasbourg. Il y a ceux qui sont rentrés, il y a ceux qui ne sont pas rentrés. Et parmi ceux qui ne sont pas rentrés, il y a évidemment les Juifs qui sont restés là où ils étaient, qui ont pu entrer dans la résistance ou qui ont été protégés. De mon côté, une grande partie de ma famille qui était dans les campagnes alsaciennes, puisqu'il n'y a pas que la ville de Strasbourg, il y a aussi les campagnes alsaciennes, Herlisheim, la région de Colmar, etc. Une partie de ma famille était, je dirais, activité professionnelle connue de la confession de personnes de confession juive, marchands de bestiaux, sont morts à Auschwitz. D'autres sont morts aussi dans la résistance. Par exemple, mon oncle, qui est mort combattant dans le Vercors et qui était dans ma famille, qui était, elle, protégée, abritée dans une famille qui était à Cré, dans la Drôme. Ça, c'est une partie, effectivement, de mon rapport à l'Alsace et qui fait que, ne parlant pas alsacien non plus, alors que mes parents parlaient entre eux alsaciens, et on peut dire aussi que, avec mon frère, on s'est amusé à comprendre l'alsacien, puisqu'on savait que lorsque mes parents parlaient alsacien, c'était pour nous cacher quelque chose, mais enfin, ce n'est pas du tout la même chose. Fait partie de ces personnes dont les parents ont pu considérer à un certain moment que c'était mieux de ne pas leur apprendre l'alsacien pour qu'ils parlent mieux le français. Je ne sais pas si c'est une réussite, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je dirais que le rapport, en quelque sorte, de quelqu'un qui est de confession juive à ce qui s'est passé en Alsace, le fait de ne pas parler alsacien, fait que le rapport à l'Alsace n'est de toute façon pas, et c'est pas de ma nature, un rapport d'enracinement. Bon. Mais d'affection et d'attachement, c'est sûr, puisque je ne changerai certainement jamais de région et certainement jamais de ville. Alors pourquoi je suis attaché, pourquoi j'ai de l'affection envers l'Alsace et surtout envers Strasbourg? C'est évidemment pour plusieurs raisons. Je crois que c'est absolument impossible de les décliner toutes en entier, de la lettre A à la lettre Z. Il faudrait, à la limite, rédiger un dictionnaire amoureux de l'Alsace et de Strasbourg. Je pense que ça doit commencer par le fait que l'Alsace est un fossé d'effondrement,
qu'il y a les Vosges d'un côté, qu'il y a la Forêt-Noire de l'autre, et que l'histoire a peut-être fait que les Vosges et la Forêt-Noire se regardent comme ça, à la limite comme si c'était deux légions armées, comme deux armées qui devaient s'affronter. Et ça, c'est évidemment le résultat de l'histoire. Et cette histoire me semble passionnante et spécifique à cet endroit de la Terre. Chaque endroit est spécifique. Chaque endroit a son histoire et sa géographie. Mais déjà, le fait que ce soit un fossé d'effondrement me semble une chose assez rare et assez intéressante. Ce qui veut dire le choc de continent. Après, on verra le choc de pays, le choc de culture, le choc de nation, mais le choc de continent, puisque c'est quand même effectivement l'Afrique et l'Eurasie qui est à l'origine de la géographie dans laquelle nous vivons. Mais aussi, pas seulement la géographie, mais évidemment aussi l'histoire, puisque cela fait que de Bâle, on va dire, jusqu'à la sortie de ce fossé d'effondrement, il y a une histoire à la fois commune et une histoire d'animosité, de conflit. Le Rhin pouvant être une séparation, ou si on met des ponts, pouvant être un trait d'union. Je vois aussi cette histoire à partir de quelque chose qui s'appelle Argentorate, qui est celte d'abord, repris par les Romains, qui s'appelle Argentoratum à ce moment-là, et je vous ouvre une parenthèse, beaucoup de personnes lorsqu'elles sont à Rome, pensent que la Piazza del Popolo veut dire la place du peuple alors que c'est celle du peuplier, et lorsqu'ils sont à une place de Rome qui s'appelle le Largo Argentorato, pense qu'il s'agit d'un mot latin, ce qui est le cas, mais ça renvoie en fait à l'évêque de Strasbourg qui avait sa demeure sur ce largo, donc sur cette place de Rome. Donc c'est déjà quelque chose qui me renvoie à quelque chose d'universel. Parce que ce qui va m'intéresser dans l'Alsace, c'est pas, je dirais, ce qui est local, ce qui est évidemment important aussi, mais la manière dont ça va pouvoir être universel. Alors c'est cette histoire qui commence avec des Celtes, qui commence surtout pour moi effectivement avec les Romains, qui se continue, je dirais, par les guerres romaines qui vont séparer d'une manière, je dirais, déterminante pour le reste de notre histoire, ce qui va être gaulois, latin, avec ce qui va être allemand, bien évidemment, germanique, dans un premier temps, et on va s'intéresser à Jules César, on va s'intéresser à Tacite, etc. Mais on va aussi s'intéresser à cet héritage qui sera aussi celui d'une volonté de reconstitution de cet empire romain à travers Charlemagne, par exemple, et des problèmes qui seront ceux de la succession de Charlemagne, de son fils et de ses petits-fils. Et le tout va déboucher dans un premier moment qui est une histoire extrêmement importante pour Strasbourg et on va dire pour la littérature et latine et française et allemande, en tout cas pour leur langue, leurs prémices, ce qui va devenir effectivement ces langues allemandes et ces langues françaises, c'est-à-dire le serment de Strasbourg, ce n'est quand même pas pour rien, effectivement. Peut-être que ça se passe ici, puisque c'est au centre de cet empire déjà au centre de cet empire qui va être divisé à ce moment-là en trois après le traité de Verdun, mais c'est à Strasbourg que peut-être cette question linguistique va commencer à se poser, ou en tout cas va commencer à trouver des solutions. Alors là, j'y suis effectivement attaché. On va parler de langue, on va parler de littérature. Et si on continue à parler de littérature, c'est obligatoirement la présence de Gutenberg à Strasbourg, donc ces travaux sur l'imprimerie. Et ensuite, il y a bien d'autres exemples, je ne vais pas les développer comme ça de manière infinie, mais j'ai été très intéressé et très surpris, on va dire, mais en tout cas, j'ai aimé de voir dans un ouvrage qui date de 1759, ou qui a commencé à être écrit en 1759 en Angleterre, qui est la vie de Tristram Shandy de Laurence Sterne, qui, dans un chapitre absolument extraordinaire, décrit de manière humoristique, ironique et très amusante la prise de Strasbourg par Louis XIV. Alors nous avons quand même effectivement trois moments historiques que je retiens, il y en a bien d'autres, mais trois éléments historiques
3 dates importantes que je retiens dans l'histoire de la langue, dans l'histoire de la littérature, le serment de Strasbourg, la présence de Gutenberg et le Tristram Shandy de Laurent Stern, qui est quand même un des ouvrages les plus importants dans l'histoire de la littérature, quasiment, je dirais, l'invention d'une littérature moderne. Il suffit d'ouvrir le livre aussi pour s'en rendre compte et son influence sur la littérature française, y compris sur Diderot, par exemple. Et puis les rencontres du héros avec Choiseul lorsqu'il est à Paris, etc., etc. Donc voilà, je pourrais continuer effectivement. Ce que j'aime aussi à Strasbourg en me promenant, c'est cette couche, ce palimpseste, ce millefeuille qui tient à l'histoire, on l'a dit, Rome, l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, l'histoire des villes libres, le fait que quelque part il y a eu ces décapoles en Alsace, ces villes libres me semble effectivement une chose importante, la présence de la France à partir de la prise de Louis XIV, après le reste d'une partie de l'Alsace, tout ce qui a pu se passer à partir de 1870 et qui, d'une certaine manière, a enrichi effectivement Strasbourg, la construction de la Neustadt. D'un point de vue juridique, puisque je suis avocat, et qui est une présence que peut-être beaucoup d'Alsaciens ou de Mosellans n'ont pas encore vraiment en tête, mais qui est la présence d'un droit local qui existe encore, même s'il vient effectivement à s'éteindre peu à peu, mais qui est extrêmement présent, qu'il était encore plus au moment où j'ai prêté serment en 1976, et qui vient montrer, qui vient exprimer effectivement l'histoire de l'Alsace dans son rapport avec son passé, la Prusse, qui fait des apports en droit de la chasse, en droit social, dans la procédure, dans le droit des associations, etc., etc. Un certain nombre de choses ont été maintenues dans le droit local, ce qui fait qu'il y a quelque chose de spécifique et d'unique, qui ne se résume pas à la France d'Outre-Vosges, par exemple, mais qui fait que il y a quelque chose de spécifique et qui est compris, je dirais, par le reste de la population. Et ce que j'aime encore aussi, effectivement, ici, c'est me promenant, c'est de voir la présence de Mozart, par exemple, à Strasbourg. Pas seulement de Mozart pour les musiciens. François-Xavier Richter, qui était un compositeur important et qui a été le maître-chapelle de la cathédrale, mais rue du Miroir, je crois, enfin, à l'hôtel, Mozart qui y a joué. Mozart à l'église Saint-Thomas, qui joue sur les orgues Silbermann, qui voit en face de lui le tombeau du maréchal de Saxe, ce dont il se souviendra, dit-on, effectivement, lorsqu'il pensera à la statue du commandeur dans l'avant-dernière scène, ou pour certains, la dernière scène de son Don Giovanni. Dans ma famille, effectivement, il y a eu plusieurs branches. Alors, la branche paternelle est une branche que je connais un peu moins, qui est aussi une branche alsacienne, mais qui est aussi divisée dans une branche du côté de Sarrebourg et en Moselle. La branche maternelle que je connais mieux est une branche qui, du côté des grands-parents, vient de Herlisheim. Et Herlisheim, que j'ai visité lorsque j'étais gosse, lorsque j'avais 7, 8, 9, 10 ans, effectivement, 11 ans, lorsque cette famille, ce qui restait de la famille, puisqu'une partie, effectivement, est partie dans les camps de concentration, mais il en restait suffisamment. Et j'ai pas de connaissance particulière du judaïsme rural alsacien, mais sinon, effectivement, ce type de profession, puisque c'était un marchand de bestiaux, et le plaisir que j'avais, effectivement, lorsque j'y allais, on appelait d'ailleurs, effectivement, c'était un cousin de ma mère, on l'appelait le toréador, puisqu'il y avait des taureaux et des vaches partout, et qu'on allait, effectivement, les voir, et aussi des poules, les poulaillers. C'était effectivement la campagne, et puis il y avait le plaisir, simplement, effectivement, d'aller dans la campagne, mais je peux pas en dire tellement plus. Je parle pas de communauté parce que moi, je n'estime pas appartenir effectivement à une communauté. C'est un mot qui me rebute personnellement. Mais je dirais la population juive à Strasbourg est importante. On sait qu'il y a des écrivains juifs allemands comme Barbara Honigmann et autres qui aiment venir vivre à Strasbourg. Je suis heureux effectivement que dans ce pays, cette région qui a quelque chose de spécifique aussi par rapport à ça, parce qu'il faut que se souvenir, je parlais du droit local il y a quelques instants, et du droit donc de la pratique des religions. Il y a ça dans du droit local, mais il y a ça aussi, et ça me paraît effectivement important depuis le Concordat. Il y a un Concordat qui est préservé ici, ce qui fait que chaque religion en Alsace est quelque chose de spécifique, et le fait qu'il y ait des facultés de théologie
protestante, catholique, j'imagine aussi, est quelque chose qui me semble important, comme la présence de philosophes, il y a eu Lévinas ou autres, la Coulabarte, Lévinas et autres, fait que Strasbourg est un foyer intellectuel. C'est aussi pour ça, effectivement, que je suis passionné par cette ville. Alors, toute personne qui vit ici et qui aime le théâtre ou qui aime la littérature est aussi et aime la musique est aussi heureux de savoir que c'est une ville où même sont venus se réfugier des personnes qui fuyaient même des régimes autoritaires ou des répressions en Allemagne. On pense par exemple à Büchner, qui est venu à Strasbourg. On pense à Goethe, qui pour d'autres raisons est venu à Strasbourg. On pense, c'est une religion quasiment locale, effectivement, à Lenz. Moi, je pense, comme j'ai dit, beaucoup effectivement à Mozart. Étant extrêmement mélomane, je pense à l'histoire spécifique de Strasbourg, effectivement, pour la musique, pas seulement de Musica aujourd'hui, qui a été précédée de bien d'autres choses, puisque moi j'ai le souvenir jeune d'avoir vu de grands compositeurs comme Luigi della Piccola à Strasbourg ou autres. Mais il y a rue de la Mésange des plaques qui sont extrêmement importantes. Dans l'ancien hôtel de Paris, qui est, je crois, aujourd'hui, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais un endroit où on peut loger du style Airbnb ou je ne sais pas, des plaques qui rappellent la venue de Nietzsche à Strasbourg et sa rencontre avec Wagner. Il venait de Bâle, en fait. Cosima Wagner aussi, qui était avec, Liszt, etc. En face, il y avait un magasin de musique qui a disparu, malheureusement, il y a 1 an à peu près, qui était le magasin Wolf. Et en 1905, si mes souvenirs sont bons, je peux me tromper effectivement, pour les années, il y a quand même Gustav Mahler et Richard Strauss qui étaient dans les vitrines de Wolf. Tout le monde pouvait le voir et on voyait Richard Strauss jouer sa partition de Salomé au piano devant Mahler, œuvre qui allait être créée 1 an après seulement. Donc il y a quelque chose dans cette ville qui fait que on part du local, qui est une chose qui est effectivement importante, mais on va vers l'universel, vers ce que je viens de dire, vers le national. Nos bibliothèques sont des bibliothèques, notre bibliothèque nationale, notre orchestre est national, le théâtre est national. C'est dans cette ville, pour des raisons que l'on connaît, donc la guerre, mais aussi toute cette histoire que je viens de rappeler, qu'au lendemain de la guerre, c'est le Conseil de l'Europe qui a été institué, qui a eu Churchill qui a eu son importance par rapport à ça, le Parlement européen, Arte, en rapport avec le Conseil de l'Europe, on a quand même la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui n'est pas rien, ce qui quand même veut dire que Strasbourg, effectivement, a son importance au regard de l'histoire, au regard des droits de l'homme. Et ça, je pense que c'est toujours effectivement quelque chose qu'il faut souligner et qui fait que tout Strasbourgeois doit se rappeler qu'il y a effectivement des choses pittoresques et belles à Strasbourg, mais que même si, par exemple, étant munichois, aimant la fête de la bière, tout en n'étant pas obligé ou ne se sentant pas l'âme d'y aller, il peut quand même apprécier cela, avoir de l'affection, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ça, et se rendre compte que sa ville et que la région en question, effectivement, a une importance qui est considérable dans son rapport avec le reste de l'Europe, voire avec, effectivement, le reste du monde. Donc, il y a ce local, il y a cette histoire absolument extraordinaire de conflit, qui est aussi une histoire très, très particulière. Il y a cet aspect national et cet aspect universel qui fait que Strasbourg, effectivement, est une ville spécialement attachante. Strasbourg, par rapport à l'Alsace, je l'ai dit il y a quelques instants, j'ai à la limite, évidemment, j'aime l'Alsace, évidemment, j'aime les vignes alsaciennes, j'aime les Vosges, j'aime me promener aussi à Colmar. Pour moi, l'Alsace, c'est un ensemble, j'ai dit tout à l'heure, c'est un fossé d'effondrement. Et c'est donc un ensemble qui a une qui est spécifique du point de vue géographique, du point de vue géologique. En plus, c'est une faille, il y a des tremblements de terre qui sont possibles effectivement à tout moment.
c'est un lieu de passage et en même temps, c'est du fait effectivement que c'est un fossé, une possibilité d'échapper par le haut, d'échapper par le bas. Et ce qui m'intéresse aussi effectivement, c'est ce lien qu'il peut y avoir avec Bâle, avec Zurich. Il y a encore cette histoire qu'on connaît avec la fontaine des Zurichois qui sont venus à Strasbourg, je ne sais plus en quelle année, pour montrer effectivement que les Zurichois pouvaient venir au secours de Strasbourg. Donc pour moi, c'est aussi clairement la possibilité d'un lien avec d'autres régions, que ce soit la Rhénanie à côté, que ce soit avec la Bavière, qui est pas si loin que ça, avec la Suisse, et un rapport aussi, il me semble effectivement, avec l'Italie, parce que du plus que je me souviens, nous passions nos vacances avec mes parents en Italie des années 55, j'avais l'impression qu'il y avait un rapport entre les Alsaciens et les Italiens, comme une voie directe, effectivement, qui pouvait y aller. À un certain moment, Strasbourg était vraiment au centre, et on va dire que c'était quasiment, d'une certaine manière, le début d'une sorte d'Europe orientale. Très rapidement, je veux dire, à partir du moment où on quitte Strasbourg, que l'on va, que l'on quitte, que l'on va vers le Rhin, que l'on va vers Kehl, on est immédiatement dans un paysage mental, géographique, de signalétique, complètement différent. Et je veux dire, c'est aussi ce qui me plaît énormément en Alsace, que ce soit à Strasbourg, que ce soit à Mulhouse, que ce soit à Saint-Louis, c'est sûrement la même chose. Et ce qui m'intéresse et qui me fait continuer aussi à vivre à Strasbourg, je veux dire, c'est comme beaucoup de personnes qui sont nées en face de la mer et qui voient cet infini qu'est la mer et qui sont heureux de cela. Pour moi, l'infini, et c'est pas contradictoire, c'est le fait d'avoir une frontière à côté de moi et qui me permet à tout moment, effectivement, encore plus aujourd'hui, depuis Schengen, etc., et qui me permet effectivement de savoir que de l'autre côté, il y a quelque chose qui, dans le fond, est assez différent. Peut-être pas complètement différent, mais suffisamment différent pour que je me sente déjà effectivement ailleurs. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pourrais pas vivre certainement dans une autre ville, en tout cas qui ne soit pas une frontière. Mais cette frontière, effectivement, c'est la même. Et pour moi, ce n'est pas une frontière, effectivement, c'est un passage à quelque chose d'autre. Alors, l'Alsace par rapport à l'Europe, c'est d'abord, effectivement, la possibilité d'être aux marches, on va dire, de la France, et obligatoirement d'avoir un rapport à ce qui est étranger complètement différent à ce que peut être le rapport d'un Français qui n'est pas au bord d'une frontière. Ceci dit, il y a beaucoup de Français qui sont au bord d'une frontière, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, et j'imagine que beaucoup ont besoin effectivement de pouvoir passer cette frontière et de s'en sortir finalement ailleurs, parce que c'est pas difficile, il suffit de faire 300 mètres, le pont de Kehl est traversé. Alors, l'Alsace et l'Europe. C'est d'un point de vue alsacien que je peux le dire. C'est pas d'un point de vue allemand, ni d'un point de vue autrichien, ni d'un point de vue, etc. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes en Europe se rendent compte que l'Alsace est en France et pas en Allemagne. Quelquefois, le problème peut se poser. Peut-être, quelquefois, le problème se pose pour certains Français. L'Alsace, donc, après la Deuxième Guerre mondiale, est devenue un symbole, et surtout Strasbourg, et c'est la raison pour laquelle de nombreuses institutions sont venues ici. Avec l'extension de l'Union européenne ailleurs, avec l'importance qui est prise par les pays de l'ancienne, au-delà du rideau de fer à l'époque, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, etc., il y a, et c'est aussi la même chose pour la France, et alors que la Grande-Bretagne est partie de son côté, un évident décentrement. Je me sens européen, tu te sens européen, nous sommes européens. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est très difficile à comprendre parce que j'imagine quand même que la barbarie russe aujourd'hui est faite aussi, comme la barbarie allemande l'était, par des personnes qui sont européennes. Alors, la définition irénique, utopique de l'Europe, je veux bien qu'on y adhère. Europe, effectivement, au sens qu'on y donne aujourd'hui, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'une histoire commune qui est effectivement
Celle qui commence avec l'Empire romain, qui se continue avec Charlemagne et qui se continue par une histoire commune européenne qui est aussi celle de la Renaissance, celle du baroque et de notre musique et de notre littérature. Il y a des choses que les Alsaciens, à mon avis, supporteraient difficilement si le droit était supprimé. C'est par exemple aussi, effectivement, les jours fériés. Nous savons qu'il existe un 26 décembre ici, qui est la Saint-Étienne, et qui n'est pas férié, comme le Vendredi Saint, qui n'est pas férié dans le reste de la France. Je pense que c'est une bonne idée, simplement pas parce qu'il s'agit d'un jour férié, mais effectivement parce qu'il s'agit de souvenirs de fêtes religieuses et que ces fêtes religieuses ont vocation à être respectées d'une certaine manière. En Alsace, ce sont des exemples parmi d'autres. Ce qui est spécifique à l'Alsace va continuer. Je sais bien que la langue alsacienne ou le parler alsacien va certainement disparaître de plus en plus. Est-ce que pour autant, la question qui peut se poser, c'est que je ne parle pas de globalisation, ça c'est quelque chose qui intéresse toutes les régions et tous les pays du monde. Il y a, je crois, en Alsace suffisamment d'éléments spécifiques et particuliers pour que lorsque quelqu'un arrive en Alsace, il sache qu'il est en Alsace, qu'à la limite, quelqu'un qui vienne du reste de la France, lorsqu'il arrive et qu'il arrive en Alsace, c'est qu'il est en France, mais que c'est une France qui a une histoire différente, de la même manière que quelqu'un qui vient d'Allemagne, d'Autriche ou de Suisse, lorsqu'il arrive en Alsace, c'est que ce mélange d'architecture française, allemande ou autre, effectivement, est spécifique à cet endroit et qu'il est dans quelque chose qui va pas de soi, mais qui est le résultat d'une histoire. Ça, c'est quelque chose qui va rester. Alors, est-ce que l'alsacien n'étant plus transmis, n'étant plus parlé, est-ce que l'Alsace va continuer à rester l'Alsace avec un certain nombre de signes particuliers, que ce soit la cuisine, que ce soit une manière de se sentir alsacien tout en étant français et européen? Sincèrement, moi je pense que oui. Je fais le pari qu'on inventera la choucroute au géranium et que les plats resteront appelés en alsacien sur les cartes. Et que donc, ce simple souvenir, effectivement, permettra à l'Alsace de continuer à se sentir alsacienne et aux personnes qui habitent l'Alsace, à continuer à avoir ce sentiment d'appartenance à l'Alsace, de la même manière que peut-être de nombreuses personnes de religion juive ne savent plus lire l'hébreu, mais continuent à se considérer comme juifs et à se sentir juifs. Mais je n'ai absolument pas cette volonté de me sentir alsacien. J'ai dit tout à l'heure que je ne me sens pas enraciné ni appartenir à une communauté, mais que j'ai une affection particulière, un attachement, on va dire, effectivement, à cette région et à son histoire, et que je n'ai strictement aucune raison de vouloir m'attacher à une autre. C'est ici que je suis né, c'est ici que j'ai vécu, et c'est une région, à la limite, que je suis absolument prêt à défendre. Mais à défendre de la même manière qu'un avocat va défendre son client, avec un peu plus, c'est-à-dire cette affection, alors que l'avocat doit maintenir une distance. Donc c'est entre deux. Moi, j'entends effectivement le maintenir, mais j'entends en aucun cas que ce soit considéré comme un détachement ou une répudiation. L'Alsace, ça existe, et ça continuera à exister, et c'est pas pour ça qu'on doit se sentir pour autant enraciné dans la terre d'Alsace ou se sentir absolument alsacien. Alors c'est toujours un petit peu la même chose. Activement, peut-être pas alsacien, passivement, si ça devait être attaqué, peut-être que oui. Certainement oui. Bon, Strasbourg et la musique. C'est quelque chose, si on me demande de parler de ça, où je ne serais pas obligatoirement tendre par rapport à ça. Je l'ai parlé suffisamment favorablement il y a quelques instants en rappelant Musica, en rappelant Mozart, François-Xavier Richter, Berlioz sur la place Kléber, la venue de Wagner, qui pensait même à un certain moment, c'était une de ses possibilités, que son Bayreuth pourrait être ici. Il a fait la tour 4-5 villes qui étaient possibles. Finalement, ça a été Bayreuth. Ça aurait pu être Munich, ça aurait pu être effectivement Strasbourg à la limite. Enfin, peut-être.
ou dans le coin. Strasbourg a une grande tradition musicale, c'est une chose entendue. Musica s'est implantée ici. C'est une idée qui vient, j'imagine, de Maurice Fleuret. On a eu la chance d'avoir Laurent Bell, qui était le premier directeur de Musica, et ensuite Laurent Spielmann. Strasbourg, musique contemporaine, effectivement, puisque bien avant Musica, il existait à la Maison de la Radio un orchestre de la radio qui a été supprimé. Et ces musiciens se sont dispersés un peu partout, et en particulier aussi à Nancy ou à Metz, je crois, et pas seulement à l'orchestre de Strasbourg, et qui était un endroit de musique contemporaine, puisque je le rappelle, Tamboulez, Messiaen, Dalla Piccola, etc., sont des personnes qui ont été vues tant au Palais des Fêtes qu'à la Maison de la Radio. C'est aussi une région qui est extrêmement importante, puisque il y a Strasbourg, mais il n'y a pas loin Baden-Baden, qui est pas seulement une capitale touristique, on va dire musicale, mais qui a été une capitale musicale, puisque ça, c'est là que Berlioz a créé son opéra Béatrice et Bénédicte. C'est là que Pauline Viardot s'est réfugiée, ainsi que Tourguenieff, après, lorsque Napoléon III s'est installé effectivement sur son trône d'empire, qu'il y a Bâle, pas loin, où il y avait Paul Zarer, qui est un centre de musique contemporaine considérable, et qu'on n'est pas loin de Donaueschingen, qui est un centre de création de musique contemporaine absolument considérable. Donc c'est un ensemble, on va dire, la région où Strasbourg a tenu son rôle, encore plus lorsque Hans Rausbaut, mais ça c'est un problème lié à la guerre, mais qui a participé après la Deuxième Guerre mondiale, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre de Strasbourg, de l'opéra, pendant la guerre, mais qui a été chef du Sud-Westfalen de Baden-Baden après-guerre, et qui donc a participé à la création de plusieurs œuvres de musique contemporaine. Il était quasiment le maître de musique, on va dire, en tout cas pour la direction de musique, avec des ormières de Pierre Boulez. Mais Strasbourg, que j'ai jamais considéré comme étant une ville capitale de la musique, dans la mesure où son public m'a toujours étonné. J'ai le souvenir quand même de venues d'orchestre de Los Angeles avec Giulini, où le palais des congrès était à moitié vide. Je pense que lorsque des concerts sont donnés en dehors des concerts d'abonnement, et ça peut être les meilleurs concerts du monde, les salles ne sont pas pleines, loin de là. Je vois que depuis un certain temps, il n'y a pratiquement plus de récital de piano, de récital de violon-piano ou violon-seul, de violoncelle, de concerts de quatuor à cordes, d'orchestre invité. Donc, s'il n'y avait pas Musica pour faire illusion, Musica qui ne me paraît pas non plus être du niveau qu'il a été à une certaine époque, je pense avec un opéra du Rhin qui est un bâtiment désastreux, qu'il était même avant qu'il soit sous arrêté de péril, je pense quasiment, ou en tout cas qu'il soit dangereux, puisqu'il devrait être fermé administrativement, dont l'acoustique est désastreuse, malgré tous les efforts, en particulier ceux de Alain Lombard qui avait essayé de modifier la fosse, où on n'est pas confortable. On a en fait, du point de vue des institutions musicales et des bâtiments, comme l'opéra, on a un bâtiment qui est absolument indigne. Donc je pense que Strasbourg aujourd'hui ne peut pas se dire comme étant capitale musicale. Elle vit sur un passé d'une certaine manière glorieux, comme en particulier au Palais des Fêtes au début du siècle, lorsque s'étaient rencontrés Strauss, Mahler, pour des fêtes musicales qui étaient organisées par l'administration prussienne. C'est une chose entendue pour des soi-disant réconciliations entre l'Allemagne et la France. Mais en tout cas, c'était une ville qui avait son importance par rapport à la musique, qui pense encore l'avoir l'être encore, mais ce qui me semble pas être le cas. Et j'ai du mal à voir, par exemple, les maires de Strasbourg, voire certains adjoints à l'opéra, même lorsque, par exemple, la présidente du Parlement européen était venue à l'opéra pour voir les oiseaux, un très bel opéra, qui est rarement donné, effectivement. La présidente du Parlement européen était dans la loge, la maire de Strasbourg et même son adjoint n'étaient pas là. Donc, au moment important de la vie musicale de Strasbourg, aucun édile important ne se déplace. Il y a donc, je pense, quasiment un mépris, une absence de goût ou d'appétence, je dirais, de beaucoup d'édiles de la ville de Strasbourg pour
Strasbourg, capitale de la musique.